Explorons ensemble la pensée de Jacques Fresco et la société qu'il aimerait voir émerger. Nous mettons les machines et la technologie en avant afin de libérer l'homme pour qu'il conçoive des ambitions plus élevées. Les machines doivent faire les tâches ingrates, répétitives ou ennuyeuses. Il nous faudrait 10 ans pour changer la surface de la Terre. Afin de sauver notre environnement, considérant notre stupidité, nos conflits, nous devons réorganiser notre façon de penser et reconsidérer nos buts sociaux. Nous devons nous consacrer à cela tel que nous le faisons pour envoyer des gens sur la Lune. Comme beaucoup d'enfants de 6 ans, je rêvais de voyager dans l'espace. Je suis en âge d'avoir connu les 2 seuls astronautes d'alors, Flash Gordon et Buck Rogers. Je les ai suivis en devenant astronome professionnel. J'ai eu la chance de faire partie du premier groupe d'astronautes en navette spatiale. On s'est entraîné longtemps. Bien sûr, vous passez par différents types de simulateurs, mais une fois vraiment assis là-haut dans la fusée, vous réalisez que, hey, ce n'est plus le simulateur. Toute la navette commence à vibrer sur le pas de tir. Puis ce grondement se fait sentir en dessous de vous. La fusée s'incline un peu vers l'avant. Au moment où elle revient en position verticale, tout à coup, les propulseurs à poudre auxiliaires s'enclenchent. Le bruit et les vibrations sont incroyables. Durant les 2 minutes qui suivent, vous êtes assis sur une puissance phénoménale. Je m'accrochais en me disant « Wow, j'espère que tout restera en un seul morceau. » Et bien sûr, ça s'est bien passé. Pendant ce temps, nous regardions par le hublot. Le ciel bleu avait déjà laissé place à la noirceur de l'espace. Au loin, je commençais à distinguer les côtes africaines. Je me souviendrai toute ma vie du sentiment de ce premier vol où je me disais « Tu es dans l'espace. » En orbite, vous pouvez observer l'aube et le crépuscule 16 fois toutes les 24 heures. Le survol de la Terre, de nuit en particulier, vous donne un réel sens de civilisation humaine. De jour, vous regardez en bas et voyez les couleurs de la Terre. Vous observez les formes de la masse terrestre, des continents. Une multitude de choses prodigieuses sont à voir pendant la journée. Puis, il y a la perspective de l'impact. L'impact de l'humanité sur notre planète. Et c'est assez effrayant. Tout au long de mes 11 années de vol, j'ai vu l'incessante déforestation de la jungle amazonienne. De nuit, vous pouviez voir les brûlis permanents. Vous pouviez voir les porcs en train de s'envaser. Vous pouviez voir en Afrique le recul de la forêt chaque année. Et bien sûr, nous sommes conscients du changement climatique et de notre impact sur l'atmosphère. Vu de l'espace, l'autre aspect vraiment frappant est de réaliser à quel point notre atmosphère est mince. Depuis l'espace, nous sommes les témoins oculaires privilégiés des dégâts environnementaux sur Terre, provoqués par l'humain. Et cette perspective cosmique nous suggère que ce problème ne peut pas être ignoré. La planète réagit à la présence de l'humanité. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez aux fleuves de sang déversés par tous ces généraux et ces empereurs, afin que dans leur triomphe et leur gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point.
Songez aux cruautés sans fin, imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel, sur les habitants indiscernables d'un autre recoin. Comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée. L'illusion que nous ayons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la capacité, la technologie et le savoir pour réaliser une société d'abondance pour tous. Nous ne pouvons pas poursuivre sur le modèle actuel sans nous attendre à des conséquences funestes. Un rapport de l'ONU de 2012 estime que la population mondiale passera de 7 à près de 9 milliards de personnes d'ici 2040. La demande en ressources augmentera exponentiellement. Selon les projections, d'ici 2030, les besoins en nourriture augmenteront de 50%, les besoins énergétiques de 45% et les besoins en eau de 30%. Nous épuisons les ressources naturelles 50% plus vite que la capacité de renouvellement de la planète. À ce rythme, on estime que nous aurons besoin de plus de 3 terres supplémentaires pour pouvoir suivre la demande actuelle en ressources. Expliquez-nous ce qu'est la 6e extinction. Est-elle en cours? Quelle en est la cause? Nos actions en tant qu'êtres humains sur cette planète changent les conditions fondamentales de vie de façon rapide et dramatique. Et pourtant, des désastres environnementaux à la guerre, nos systèmes de valeurs obsolètes perpétuent la folie, nous menaçant sur de nombreux fronts. Ne peut-on rien faire de mieux que de réparer les dégâts après coup? Nos politiciens sont-ils capables ou même compétents pour gérer le monde qui nous entoure? Serions-nous réellement incapables d'anticiper et de planifier notre propre futur? Avons-nous des défauts innés, impossibles à corriger? Nous entendons souvent dire que la nature humaine est immuable. C'est la nature humaine. Et nos pires défauts innés. Comment s'arrêteront-ils d'être des criminels? Oh, impossible. Ils sont nés ainsi et le resteront. Je pense qu'il est difficile de parler d'une nature humaine définie en parlant de schémas d'action spécifiques chez des espèces non humaines. Mais le rôle de l'apprentissage est manifeste chez l'homme, que je surnomme l'animal qui apprend. Car les humains apprennent plus que tout autre animal. Et pourtant, étant donné nos antécédents d'agression, de tendances belliqueuses, de jalousie et de haine, nous avons encore beaucoup à apprendre. On pourrait penser impossible que l'on néglige les conditions dans lesquelles nous évoluons. La culture n'a rien de mieux à faire valoir. Ils ignorent les vecteurs de la formation du comportement humain. C'est pourquoi ils inventent leurs propres concepts. Ils projettent leurs propres valeurs dans le comportement humain. Et on met tout sur le dos de la nature humaine. Mais c'est là qu'on se trompe. Nous assistons à une explosion de technologie au sein de notre culture. Je pense que beaucoup sont convaincus de notre salut par la technologie. Et bien sûr, la technologie nous a facilité la vie à bien des égards. Cherche une place de parking. Parfois c'est positif, parfois ça l'est moins. Mais il y a une technologie que nous n'avons pas et dont nous avons absolument besoin si nous voulons changer, c'est la technologie du comportement.
La science du comportement nécessite d'être appliquée, telle que les sciences de la physique, de la chimie et de la biologie l'ont été. C'est là l'ingrédient manquant dans notre culture. Et c'est le plus difficile à aborder, car il s'oppose à la façon dont la plupart des gens se considèrent. Analyser le comportement humain de manière similaire à tout autre phénomène physique nous permettra de comprendre les facteurs responsables de la formation de notre comportement et de nos attitudes. Tous les chercheurs en sciences naturelles savent que leur domaine est soumis à une rigueur et à des lois, sinon ce n'est pas de la science. Les scientifiques du comportement savent que le comportement humain et celui d'autres organismes répondent également à un ordre et des lois. Ne pas le reconnaître signifie que vous acceptez le comportement humain comme pouvant être séparé du reste de la nature. Nous ne le supposons pas, nous partons du fait que le comportement humain est une composante naturelle. Le comportement humain, comme le reste, est soumis aux lois de la nature. Les tournesols ne se tournent pas vers le soleil. En agissant sur leur membrane, c'est le soleil qui les fait tourner. Un voilier ne vogue pas, le vent le déplace. Les plantes ne poussent pas, elles sont animées. Par le soleil, par le sol, la température, par de nombreuses choses. Toute chose dans l'univers est activée par une autre, et il en va de même pour les comportements humains. Les personnes aussi sont contraintes par d'autres facteurs. Souvenez-vous, votre mère vous répétait sans cesse « tasse, table, lumière, papa, maman », jusqu'à ce que vous fassiez de même. Même la haine raciale est apprise. Les idées d'intolérance et de supériorité raciale sont enseignées aux générations successives. Vous pourriez être élevé pour haïr les Noirs américains, vous pourriez être élevé pour haïr les Juifs, les Suédois, toutes sortes de gens. J'ai horreur des Philippins. J'ai horreur des Mexicains. Je les hais tous. Nous pourrions élever un garçon juif dans une culture nazie, il deviendrait un bon nazi. Les processus mécaniques sont fondés sur de nombreux systèmes interactifs. Qu'as-tu là, fiston? Un avion. Comment vole-t-il? C'est l'hélice? L'hélice ne peut pas tourner sans un moteur, tu sais. Alors, c'est le moteur? Ben, il a besoin d'essence. Donc, je suppose que c'est l'essence qui lui permet de voler. Presque, mais sans les bougies d'allumage et l'oxygène, l'essence ne brûlera pas. Alors, ce sont les bougies et l'oxygène? On pourrait le penser, même si tout cela fonctionne. Mais si tu n'as pas d'ailes et de gouvernes pour gagner de l'altitude, l'avion ne quittera jamais le sol. Ce sont les ailes et les gouvernes qui les font voler alors? En fait, ce sont tous ces éléments, fiston. C'est une machine complexe. Il a besoin que toutes ces choses fonctionnent ensemble pour pouvoir voler. C'est comme bien d'autres technologies, même le comportement humain. Ce sont donc toutes ces choses ensemble qui le font voler. Exactement, petit. Tout comme n'importe quel système mécanique, notre comportement n'est pas motivé par une cause unique. Dieu donne aux gens le bon grain et l'ivraie. Cela révèle un dessein. Notre comportement est généré par les nombreuses variables en interaction que nous entretenons. L'environnement ne peut pas être le même pour deux individus. Cela contredit le propos de certaines personnes lorsqu'ils disent « J'ai 3 enfants, ils sont tous élevés dans le même environnement, mais ils sont devenus des personnes très différentes. » Dans cette définition, le terme « environnement » représente la maison, les parents. Il est impossible d'avoir exactement le même environnement. Admettons que vous ayez 2 enfants et vous jouez avec celui qui a 4 ans. Celui qui a 7 ans vous regarde en faisant la moue, la lèvre pendante. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'enfant fait ainsi. Vous créez la jalousie et l'envie. C'est de là que ça part. Mais d'un point de vue scientifique, l'environnement est constitué d'interactions permanentes entre votre comportement et ces événements à la fois internes et extérieurs à votre personne. Ainsi, l'environnement est en mouvement constant. Vous mettez les 2 enfants sur vos genoux et leur dites « je vous aime ». Vous ne devez jamais avoir de favoris ou jouer avec seulement l'un des 2. Si vous dites « tu peux aller au cinéma, mais toi tu n'iras pas tant que tu n'as pas fini tes devoirs ». Quand elle tombe dans les escaliers, l'autre affiche un rictus. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais il se sent maltraité. Même nos concepts d'esthétique et de beauté sont souvent attribués à une qualité intrinsèque.
Mais un examen plus poussé montre que ces perceptions sont très variables d'un endroit à un autre et ont varié au cours de l'histoire. Je pense que les notions d'esthétique et de beauté sont principalement apprises. Vous n'avez qu'à entrecroiser les opinions culturelles. De ce que chaque personne considère beau et avenant, vous verrez que cela diffère grandement en fonction des cultures. Ces éléments sont d'ailleurs susceptibles de différer au sein d'une même culture. Vous avez des gens qui portent des anneaux autour du cou, ils étirent leur cou. Si vous retiriez ces anneaux, leur tête tomberait, et ils appellent ça beauté. Dans certaines îles que j'ai visitées, si les fesses d'une fille étaient proéminentes, c'était considéré comme magnifique. Les autres filles n'étaient rien. Même une fille pourrait s'enfermer dans une cage jusqu'à ce qu'elle ait pris plus de 100 kilos, ce qui, dans son pays, la rendrait presque bonne à marier. Je sais qu'il y a des suggestions au sujet de la contribution de facteurs génétiques dans ce que nous considérons comme beau, mais je pense que l'explication la plus parcimonieuse que l'on puisse avoir de ce qui constitue la beauté pour un individu donné doit provenir de son environnement, de la culture dans laquelle il évolue. Si tout le monde avait un nez de 30 cm, vous feriez une chirurgie esthétique. La beauté n'existe pas. Ce n'est que projection. Si vous épousez la plus belle femme du monde, mais qu'il se révèle ensuite qu'elle est odieuse, ce visage deviendra laid à vos yeux. Certains chercheurs proposent que ce sont les gènes et non l'éducation qui déterminent la possibilité de devenir un criminel, et même un meurtrier. Si vous demandez aux gens ce qui a contribué à faire d'eux des docteurs, avocats ou toute autre profession, la plupart conviendront que c'est une affaire d'éducation, les influences parentales, de professeurs et d'autres. Pas les gènes. Les gènes ne déterminent pas que vous deveniez avocat ou médecin. Les gènes ne nous donnent pas un système de valeurs ou un ensemble de procédures selon lesquelles agir. Les gènes ne façonnent pas notre comportement, ils sont eux-mêmes façonnés par notre histoire évolutionnaire, mais notre comportement seul est directement formé par l'environnement auquel nous sommes exposés. Le comportement ne naît pas du vide, il dépend toujours d'un apport environnemental considérable. Je voulais savoir si les hommes avaient une attitude naturelle vis-à-vis des femmes, ou s'ils l'apprenaient. Ainsi, il y a des années, je suis allé dans des îles. Un élément intéressant était que ces insulaires ne portaient pas de vêtements. Eh bien, je n'y ai jamais vu un homme scruter le corps d'une femme. Les enfants nagent nus lorsqu'ils sont bébés, les garçons et les filles ensemble. Il n'y avait pas de voyeurs sur l'île. Pas plus qu'il n'y avait de photos de femmes nues dans les huttes. Parce que la nudité était quelque chose de normal. Il disait aux femmes « moi, aimez-toi », il les caressait de la tête aux pieds. Il ne s'arrêtait pas aux seins. Les hommes sont obnubilés par les seins dans ce pays, car on leur apprend « hé, mate-moi cette meuf ». Et à qui la faute? Pas aux démocrates. Et c'est entièrement la faute à Obama. Bien sûr, la notion traditionnelle attribue à l'individu sa propre responsabilité et autonomie. Elle prête notamment crédit à l'individu pour son comportement et aussi à la possibilité de blâmer l'individu pour ce dernier. Blâmer les gens pour leur comportement est l'une des choses les plus préjudiciables de notre soi-disant culture avancée. Leur comportement est façonné par la culture dans laquelle ils sont élevés. Et bien sûr, cela part du principe que nous serions libres et choisirions notre comportement librement. Mais d'un point de vue scientifique, c'est exactement l'opposé. Au contraire, ce point de vue est déterministe. Il suggère que notre comportement est régi par des lois systématiques, avec des causes et des effets. Il n'existe aucun tueur en série qui n'ait pas été exposé à un milieu qui a fait ce qu'il est devenu. Tous les criminels de New York sont devenus comme ils sont en s'associant avec d'autres personnes similaires. Nos systèmes sociaux et judiciaires accusent et punissent l'individu. Ces tentatives de modifier le comportement par la punition ignorent tout du parcours et de l'entourage de l'individu qui ont construit ce comportement. From old school prison gangs to disruptive street gangs, it's a dangerous mix for staff and inmates alike. Les recherches démontrent que l'apprentissage change aussi la structure physique et chimique du cerveau. Évidemment, il y a de nombreux facteurs contribuants, mais les gènes ne jouent qu'un faible rôle dans notre façon d'apprendre, en comparaison aux effets de l'environnement général. Aucun bébé chinois n'est né en parlant chinois. Vous saviez ça? Il est allé à l'école pour apprendre la langue.
Aucun bébé français n'est né en parlant français. Peu importe le temps passé par les parents à parler français, les enfants sont forcés de l'apprendre. Notre cortex cérébral est vraiment constitué de plasticité. Notre comportement est très malléable et adaptatif. Nous sommes la créature la plus adaptative de la planète. Si vous observez l'histoire de l'humanité, vous constatez qu'on a appris à s'adapter à tous les environnements sur la planète. La seule différence entre un pasteur et un voleur est l'environnement dans lequel ils ont été élevés. Nous n'arrivons pas à nos propres conclusions sans influence extérieure. Nous ne changeons pas d'avis. Ils sont changés par des événements. Tu as entendu parler des Fair Right? Non. Ils disent qu'ils vont construire une machine volante. Il n'y aura jamais de machine volante. Si Dieu voulait qu'ils volent, il leur donnerait des ailes. Les événements nous font changer d'avis. J'ai changé d'avis. Oui, moi aussi. Si vous êtes né avec un cerveau plus efficace, plus rapide qu'un cerveau ordinaire, vous devenez fasciste plus rapidement, si vous êtes élevé dans un environnement fasciste. Un bon cerveau ne peut pas décrire ce qui est important. Le cerveau n'a pas de mécanisme de discrimination. Seuls les faits expérimentaux déterminent cela. Si les milieux définissant nos valeurs demeurent inchangés, en dépit des discours des poètes, des prêtres et des politiciens, les mêmes valeurs et comportements persisteront. Si vous interdisez la pêche dans une certaine zone et que vous ne fournissez pas de nourriture aux gens et des moyens de subsistance, les gens violeront les lois. Toutes les lois doivent coïncider avec la nature du monde physique. Ce ne sont pas les lois qui préviennent le crime. C'est le fait de répondre aux conditions. Ces jours-ci, les braconniers sont venus en hélicoptère, armés d'anesthésiants puissants et de tronçonneuses. Les cornes de rhinocéros valent désormais plus que l'or. Si les gens sont au chômage, ils feront ce qu'ils ont à faire pour nourrir leur famille. Même si vous faites une loi contre le vol de nourriture, ils continueront à en voler si leur famille en a besoin. Toute loi faite par l'homme, qui n'est pas adaptée aux circonstances de la réalité, sera enfreinte. Les idéaux et aspirations espérés par la population ne peuvent se réaliser lorsqu'il y a des privations et des guerres. Si vous voulez aller bombarder des gens, il y aura étonnamment peu de débats sur le coût potentiel, mais lorsque la discussion porte sur l'assistance à des gens qui souffrent, là, tout d'un coup, on devient très soucieux des coûts. Hélas, aucune culture n'évalue le comportement humain de cette manière. Si c'était le cas, les questions porteraient sur l'origine de la cupidité, du dogmatisme, des inégalités et de la guerre. Ils vous éduquent avec les valeurs qui les placent au pouvoir. Malheureusement, toutes les sociétés jusqu'à ce jour ont endoctriné les gens dans des valeurs perpétuant ceux au pouvoir. Examinons donc les facteurs clés qui gouvernent la vie des peuples et des nations. L'argent et les valeurs, les comportements et les conséquences que cela engendre. Les données temporelles sur les ventes, le personnel de vente rapide. Tel un vestige de l'Antiquité, l'argent sert désormais largement de mécanisme de corruption, de privation et de contrôle aux mains d'une minorité d'individus. Ça a tout corrompu. Je veux dire, chaque institution dans laquelle nous vivons est corrompue par l'argent. Et ce que je trouve fascinant, c'est que nous puissions devenir esclaves de quelque chose que nous avons créé. Pas physiquement, bien sûr, mais mentalement asservi à une notion qui fut inventée par l'humanité. C'est archaïque, parce que je pense que nous avons largement dépassé la nécessité et le potentiel de l'argent. Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne pas notre système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin.
Pour tenter de survivre, beaucoup cumulent plusieurs emplois. Ils peuvent voler, mentir ou escroquer. Autant de stress pour l'individu moyen. Inquiet pour le loyer, le chômage ou le prêt habitation. À une plus grande échelle, l'appât du gain crée un cycle impitoyable de dévastation. La maladie, la pollution et la guerre sont acceptés comme normales. Vous avez comme une forme d'économie de la guerre qui dès lors s'auto-alimente. Vous avez des gens puissants à la tête d'un pouvoir creux pour qui il est dans l'intérêt de perpétuer les conflits. Mais tout cela profite à une minorité au sommet qui vit en parasite par la manipulation et le contrôle de l'argent. À l'heure actuelle, le système bancaire soumet efficacement les individus. Il a servi les étudiants, il a servi les institutions et il pille leurs ressources. Ils se sont constitués de telle manière à disposer de banques centrales privées qui se financent sur l'intérêt de la devise, ce qui leur permet de s'enrichir sans faire quoi que ce soit. Et qui fait tout cela? C'est un groupe de banquiers. Le système de réserve fédérale, c'est un système privé. La Fed est une banque privée, détenue par des actionnaires privés. Ne vous faites pas leurrer par le terme fédéral. En 1913, date à laquelle Woodrow Wilson promulgua les décrets légaux du système de réserve fédérale, alors que la plupart des membres du Congrès étaient chez eux. Et cette législation fit passer la gestion de la Banque centrale des États-Unis à un conseil d'administration privé, faisant de lui le seul groupe à pouvoir émettre les billets de réserve fédérale ou les dollars américains. Le président Wilson l'a regretté. Il a décrété qu'il venait tout juste de vendre ce pays en aval. Une grande nation industrielle est sous le contrôle de son système de crédit. Notre système de crédit est concentré. C'est pourquoi la croissance de notre nation ainsi que toutes nos activités sont entre les mains d'une poignée d'hommes. Nous sommes devenus l'un des gouvernements du monde civilisé les plus dominés, les plus contrôlés et sous emprise. Un gouvernement par l'opinion et la coercition de petits groupes d'hommes dominants. Président Woodrow Wilson, 1916. Nous fonctionnons sous un système fiduciaire. Il y a quelqu'un, quelque part, qui saisit des nombres sur un ordinateur. Voilà comment nous fabriquons l'argent aujourd'hui. Il n'y a aucune garantie. Il ne représente rien. Lorsque le gouvernement dépense plus qu'il ne collecte en taxes et qu'il a besoin d'argent, il n'imprime pas ses propres billets, mais emprunte à la Réserve fédérale contre des bons du Trésor, que la Fed produit avec un taux d'intérêt. Quand les entreprises veulent de l'argent, elles vont aussi à la banque. Le système est truqué. Si une banque achète une obligation de 100 $, elle peut prêter jusqu'à 10 fois ce montant, soit 1000 $. Ils ont créé des fonds supplémentaires à partir de rien, ni argent, ni or, ni rien en garantie. De plus, la banque récupère des intérêts pour l'argent qu'elle prête. L'argent est ainsi créé à partir de la simple signature d'un emprunteur, sur base d'une promesse de remboursement. Pire encore, bien souvent les gens remboursent le prêt initial plusieurs fois, en raison des intérêts. Voici le processus par lequel les particuliers, les sociétés et les gouvernements acquièrent de l'argent. On lui donne le doux nom d'effet multiplicateur de crédit, utilisé mondialement par la plupart des systèmes bancaires, maintenant les gens et des nations entières dans une dette perpétuelle. Si vous continuez sans cesse à imprimer des dollars sans aucune garantie, à un moment donné, les gens perdent confiance en la devise. Et c'est ce qui s'est produit. Le système bancaire fait aujourd'hui son beurre en fabriquant du risque, par la création de dettes individuelles et communautaires. Il y a un risque que les gens ne puissent pas les rembourser. Mais la responsabilité du risque pèse continuellement sur la devise elle-même et le contribuable américain. Nous sommes actuellement dans une situation où les devises mondiales sont sur le point de s'effondrer. Nul ne sait combien de temps cela va prendre, mais le système de la Réserve fédérale continue d'imprimer des dollars comme si de rien n'était. Vous avez dans les faits ce que l'on nomme une entreprise criminelle, basée sur la manipulation de l'attention, des ressources et du temps des gens afin d'en extraire la valeur. C'est leur façon de nous voler de l'argent. Ils dérobent les fruits de nos efforts et de notre travail. C'est quelque chose qui a grossi comme un cancer dans notre société. Ces banquiers font tous partie d'un système appelé Banque des règlements internationaux.
La plupart des gens, incluant ceux du secteur bancaire et des finances, ne comprennent pas cette banque et son rôle. Ils détiennent 40% des actifs des 43 000 entreprises cotées sur le marché des capitaux. La banque s'auto-administre. Son conseil d'administration se compose de 15 directeurs de banques centrales tout autour du monde. Et ils coulent 60% du chiffre d'affaires annuel. Ils ont racheté tous nos médias et ceux-ci trompent les citoyens. Les médias sont devenus des colporteurs dans l'intérêt corporatif des maîtres de la finance qui contrôlent la classe politique. Il y a environ 118 administrateurs qui siègent chez ces 5 géants médiatiques. Ils siègent dans différents autres comités, de Monsanto à l'armement ou à l'agroalimentaire. Quand tous ces intérêts se mélangent, il devient très difficile de différencier quels intérêts sont exposés par les médias grand public. Si vous voulez comprendre le pouvoir, vous devez d'abord comprendre qui désigne les candidats, et non pas qui vote pour eux. Notre système n'est pas une démocratie. Le pourcentage de notre population qui participe au processus de nomination est littéralement inférieur à 5%. Et en réalité, il est en deçà de 1%. Si je contrôlais le processus de nomination de tout ce que les gens mangent, et que je nominais toujours les hamburgers ou le poulet frit en disant que cela est une démocratie, que vous pouvez manger ce que vous voulez tant que ce sont des hamburgers et du poulet frit, serait-ce une démocratie? Je pourrais vous le vendre comme tel, car je ne décide pas burger ou poulet frit à votre place. Vous pouvez voter dans le cadre d'une grande campagne très médiatisée avec comme choix poulet frit ou hamburger. Les gens s'organisent en groupes très tribaux, très anti-poulet frit et très pro-hamburger, où ils vous expliquent comment les burgers provoqueront la fin du monde et pourquoi le poulet frit vous sauvera. Ceux qui ont les moyens recrutent des lobbyistes qui tout bonnement achètent les politiciens. La plupart du temps, l'un ou l'autre parti peut satisfaire leurs besoins. La définition d'un lobbyiste aux États-Unis est quelqu'un qui soutient une autre personne et est payé pour cela. Les lois promulguées sont souvent rédigées par les grandes entreprises dans leurs intérêts. Le professeur Turber constate une explosion clandestine du lobbying et estime que le secteur rapporte plus de 9 milliards de dollars par an, dépassé seulement par le tourisme et le gouvernement. La raison pour laquelle rien ne change, ni ne peut changer pour le moment, est que les banques ont un nombre de lobbyistes à Washington comme je n'en ai jamais vu. Les lobbyistes ne sont là que pour acheter des accès. Ils ne sont pas là pour améliorer le processus démocratique. Quant aux familles et aux travailleurs, ils ne disposent évidemment pas de telles représentations de pouvoir et d'influence pour veiller à leurs intérêts. Ils ont conçu le système qui les renforce et, dans un sens, qui les finance en jouant sur des intérêts spécifiques. Tout ce qui nous effrayait en 2007-2008, juste avant la crise des subprimes, les créances hypothécaires, les couvertures de défaillance et autres dérivés, ils existent toujours aujourd'hui, c'est indéniable. Oui, les banques ont maintenant dû élever leurs exigences de capitaux pour être moins influençables, mais elles ne sont pas si élevées que ça. Si nous n'avons pas de médias qui diffusent l'identité des promoteurs et rédacteurs des lois, ni pour qui, pourquoi ils le font, alors nous vivons dans le faux, dans l'illusion. Généralement, les lois de ce pays sont écrites par les riches et les puissants, qui, par définition, sont ceux qui contrôlent les assemblées et les leviers des systèmes de pouvoir dans ce pays. C'est une réalité effrayante, parce que vous pouvez payer pour obtenir des lois qui vous servent, vous ou votre entreprise. Il y a totale impunité pour les grandes entreprises qui opèrent sans relâche et polluent la planète entière. Un important déversement de cendres toxiques de charbon soulève encore des questions sur la salubrité de l'eau et la capacité des régulateurs à surveiller l'industrie. Personne n'est jamais responsable. Un avertissement, quelques amendes ça et là, pour des faits allant de l'esclavage à l'anéantissement des ressources planétaires. Et donc ces timides petites tapes sur les doigts aux industries qui violent le droit et qui prennent des raccourcis continueront aussi longtemps que ce sera rentable.
L'année passée, JP Morgan a payé 13 milliards de dollars rien qu'en amende. Tout cet argent, me direz-vous? Eh bien, ils avaient mis 19 milliards de côté uniquement pour ça. JP Morgan, réel le sait, 410 millions de dollars d'amende, mais JP Morgan n'admet aucune faute. Goldman Sachs a posé au préalable 550 millions de dollars sans admettre de faute. UBS a accepté de payer près de 50 millions de dollars. Selon les termes de l'accord, UBS n'a admis aucune faute. Je pense que les gens qui commettent les crimes sont dans une position sociale qui le leur permet. N'est-ce pas Bertolt Brecht qui disait « Il y a pire que de braquer une banque, c'est d'en fonder une ». Comme nous l'avons constaté surtout, des scandales des prêts épargne jusqu'à la débâcle de Wall Street, les propriétaires des banques pillent trop fréquemment les institutions qui les emploient. Ils commettent toutes sortes d'actes illégaux et sont pourtant très rarement poursuivis en retour. Historiquement, les gouvernements ont également agi comme agents pour les classes aisées, sans le moindre équivoque. Oui, les plus idéalistes des politiciens sont peut-être rentrés en politique pour changer le monde. Mais s'ils sont doués, c'est-à-dire bons dans leur travail, alors ils ne changeront pas le monde. Ils serviront les intérêts de leurs mécènes pour gravir les échelons politiques. Ils disent « Écrivez à votre représentant du Congrès, mais bon sang qui est cet abruti à qui il faudrait écrire. Il devrait être à la pointe du savoir et de la technologie. Vous n'auriez pas à lui écrire. Je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient déjà pris l'avion. Vous n'avez pas à écrire au pilote pour lui dire « Hé, tu voles pas droit. Mais redresse, bon Dieu !» Non, il connaît son métier et c'est pour ça qu'il s'est fait embaucher. Aujourd'hui, les gens à Washington sont avocats ou hommes d'affaires et ils ne sont pas aptes à résoudre les problèmes. Si le but ultime est un monde dirigé par le profit, alors ses intérêts vont être servis en premier et tout le reste restera secondaire. Hélas, c'est la triste réalité. Il n'existe aucun système de valeurs offert qui soit bénéfique à l'humanité, car tout est basé sur le consumérisme et la réalisation de profits. On se sert de techniques pour faire grossir les animaux plus vite. Plus vite vous multipliez les cellules d'un poulet, plus vite vous le vendez. Est-ce que cela est nocif? Est-ce que ça a un impact sur la santé humaine? Ce n'est pas leur problème, ils ne se soucient pas de cela. Ils sont là pour vendre des poulets. La richesse va dans les mains des ultra-riches plus rapidement que jamais au cours de l'histoire. Le succès des pays industrialisés s'est reposé sur l'échec et le manque de développement des pays émergents. La raison de leur oppression tient du fait de leur endettement vis-à-vis des pays du Nord. Notre prospérité repose sur le labeur et la servitude contractuelle, frôlant parfois l'esclavage, ayant cours dans les pays en voie de développement. C'est pour cette raison que la dynamique de pouvoir ne peut absolument pas changer, car elle dépend intrinsèquement de cet ordre des choses. Le travail vil et dangereux est fait par des enfants. Les travaux en profondeur sont typiquement réservés aux adolescents, dans des mines maintenues par des branchages. Le danger est bien réel. Les riches gouvernements aiment acclamer qu'ils aident les pays pauvres à se développer. Mais qui développe qui ici? Chaque année, les pays pauvres remboursent 600 milliards de dollars aux pays riches, pour des prêts déjà plusieurs fois remboursés. Et puis vient tout l'argent perdu par les pays pauvres à cause des règles d'échange imposées par les pays riches. Tout confondu, c'est près de 2 milliards de dollars chaque année. Les systèmes monétaires existent depuis des siècles. Qu'on le sache ou pas, ils ont toujours été utilisés pour contrôler le comportement en limitant le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Un bon exemple est le système pénal. Beaucoup proclament que les prisons ne fonctionnent pas. Mais quand on y pense, les prisons sont un succès retentissant en tant qu'outil de contrôle social pour préserver le système économique et politique établi. Si pour régler les problèmes sociétaux, vous engagez les personnes dont la seule expertise est d'enfermer les gens, vous n'aurez pas une solution très pertinente. Par contre, ils excellent dans le domaine de l'incarcération. Ce doit être pour ça que l'incarcération massive est un énorme succès pour la classe dirigeante de ce pays. Les États-Unis sont numéro 1 dans pas mal de domaines, mais je pense que là où nous détenons la palme, c'est dans le nombre de personnes incarcérées. Aux États-Unis, 5% de la population est incarcérée et nous représentons à nous seuls 25% de la population carcérale mondiale. En comparaison, la Chine est 4 fois plus peuplée et compte moitié moins de prisonniers. Les États-Unis comptent aujourd'hui davantage de prisonniers que l'Union soviétique à l'époque des purges et des goulags.
La pauvreté est un cercle vicieux dont les pauvres s'échappent rarement. Des études démontrent que la rareté réduit les capacités mentales et la performance cognitive. Chez l'enfant, cela affecte le développement cérébral et la mémoire. De plus, les pauvres sont souvent obligés de vivre dans des zones où l'air est de mauvaise qualité. Bien loin d'être un problème exclusivement réservé aux populations pauvres, c'est tout le spectre socio-économique qui souffre lorsque l'eau, les sols, la nourriture sont pollués par des épandages d'énergie fossile ou les radiations provoquées par des accidents nucléaires. L'infrastructure énergétique actuelle cause environ 2,5 à 4 millions de décès chaque année dans le monde, des suites de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de complications asthmatiques. Nous sommes au centre-ville de Pékin et les taux de pollution ont encore dépassé tous les records. Les relevés sont à hauteur de 25 fois les normes de l'OMS, incluant de 50 à 100 milliers de morts par an aux États-Unis, dont 16 000 rien que pour la Californie. Le système économique au sein duquel nous vivons aujourd'hui détruit la planète, car il est basé sur un modèle insoutenable. L'infrastructure énergétique actuelle, qui fonctionne depuis longtemps, a conduit à l'accumulation de gaz et de particules à effet de serre. Et c'est ce qui cause le réchauffement climatique. Le climat de la Terre se réchauffe plus rapidement que jamais depuis la fin de la dernière ère glaciaire. En outre, les taux élevés de CO2. Le CO2 se dissout dans l'eau et devient acide carbonique, entraînant l'acidification des océans. Cela détruit les récifs coralliens. Nous devons réaliser que notre planète a une certaine capacité régénérative et qu'il ne fait aucun doute que nous sommes passés par plusieurs extinctions massives. Nous possédons un catalogue de fossiles témoignant du rétablissement planétaire. Il y a toutefois une capacité porteuse limitée. Il y a de nombreux impacts additionnels au changement climatique. La montée du niveau de la mer est une préoccupation majeure. Actuellement, près de 65 à 70 mètres de ce niveau est stocké sous forme de glace, principalement en Antarctique, mais aussi dans les glaciers du Groenland, dans la mer gelée de l'Arctique ou dans d'autres lieux. Une température suffisamment élevée pour faire fondre la glace provoquerait une élévation de 65 à 70 mètres des océans, recouvrant ainsi 7% de toutes les terres, et tout cela le long des côtes, là où vit la majorité de la population mondiale, ce qui occasionnera un véritable désastre. On assiste à un renforcement des tempêtes, une intensification des ouragans et un durcissement de la météo en lien avec le changement climatique. Des problèmes importants y sont associés et ils sont tous corrélés aux émissions de la combustion du charbon, de l'essence et du gaz qui sont présentes depuis la révolution industrielle qui a débuté entre le milieu et la fin du XVIIIe siècle. Sans même parler de l'environnement, il est probable que la guerre elle-même cause notre perte. Nos comportements compétitifs brutaux ne sont pas la nature humaine, mais simplement le résultat de carences, faisant de nous des concurrents, en lutte pour acquérir nos besoins de survie. Bien que la rareté sévisse dans la nature, elle est intentionnelle chez les industriels et les gouvernements pour le profit ou l'intérêt national. Aussi longtemps que les nations vivront dans la rareté, les conflits continueront entre les gens. Crimes, meurtres et autres violences. Jusqu'à la guerre totale. L'expression ultime de la stupidité humaine. Si l'humanité veut survivre, ses comportements doivent être dépassés. Sinon, il est garanti que notre cycle de violence se perpétuera. Avec notre capacité technologique, nous pouvons et devons prendre une approche différente. Sinon, l'éternel cycle expansion, dépression, guerre se poursuivra et causera notre perte. Peace in our time.
Aucun pays, et surtout pas les États-Unis, ne va en guerre pour libérer ou répandre la démocratie. la seule motivation concrète à la guerre est l'acquisition de ressources. Dans le cas états-unien, il s'agit en général de ressources énergétiques. Ou, devrais-je dire, de soutenir des alliances politiques pour préserver l'accès aux ressources énergétiques. Smedley Butler, major général du corps US des Marines le plus décoré des Marines à la date de son décès, l'a bien précisé en écrivant ceci. J'ai passé 33 ans et 4 mois au service militaire actif. Et durant cette période, j'ai passé la majeure partie de mon temps comme homme de main haut de gamme pour de grandes entreprises, pour Wall Street et les banquiers. En bref, j'étais un racketteur, un escroc, au nom du capitalisme. J'ai aidé à sécuriser le Mexique pour les intérêts pétroliers américains. J'ai aidé à transformer Haïti et Cuba en endroits respectables pour que les gars de la National City Bank puissent y collecter leur argent. J'ai facilité le viol d'une demi-douzaine de républiques d'Amérique centrale pour le compte de Wall Street. J'ai aidé à purifier le Nicaragua pour l'International Banking House du groupe Brown Brothers. J'ai apporté la lumière à la République dominicaine au nom des intérêts du sucrier américain. J'ai aidé à transformer le Honduras. En Chine, j'ai veillé à ce que la Standard Oil continue ses activités impunément. Avec le recul, j'aurais pu donner quelques tuyaux à Al Capone. Le mieux qu'il ait fait, c'était d'opérer son racket sur 3 quartiers. J'ai opéré sur 3 continents. La guerre est un racket, elle l'a toujours été. Un petit nombre en profite et le grand nombre paie. Mais il y a moyen d'arrêter ça. Vous ne pouvez pas en finir avec des conférences sur le désarmement. La rupture ne peut se faire qu'en éliminant le profit de la guerre. Aujourd'hui, nos universités sont mieux équipées que jamais. Les meilleurs microscopes, le meilleur équipement scientifique. Les bombes sont de pire en pire. Les guerres empirent, les tueries empirent. Tuer des gens ou bombarder des villes n'est pas un besoin. Il y a quelque chose qui va mal dans notre culture, très mal. En blâmant quelque individu ou société, on ne s'intéresse pas aux racines des problèmes. La structure de notre système socio-économique elle-même fait que chacun doit subvenir à ses besoins, en créant un environnement prédateur et compétitif. Tenter de trouver des solutions à ces problèmes monumentaux au sein même de la société et de l'organisation qui les a créés n'apportera que des patchworks temporaires, prolongeant encore et encore un système qui redeviendra obsolète. Aujourd'hui, plus que jamais, une civilisation soutenable est possible, mais surtout indispensable. Nos conceptions sociales, nos langages et nos valeurs ont évolué depuis les temps anciens. La réalité de la rareté de ces temps passés a façonné nos comportements et demeure profondément ancrée dans toutes les cultures contemporaines. L'histoire de la civilisation est une histoire de changement, ce qui inclut également nos systèmes sociaux. Nos premières illuminations ne furent qu'un tremplin au développement séquentiel qui mena à notre science et technologie actuelles, lesquelles pourraient à présent produire et distribuer l'abondance pour tous. Il est indéniable que nombre d'emplois ne reviendront simplement pas. Mais ce qui est probablement l'élément moteur principal est la façon dont la technologie nous distance de façon fulgurante. Si nous continuons sur la voie actuelle, les 10 prochaines années seront encore plus disruptives que les 10 dernières. Car la technologie connaît une accélération plus rapide. Si vous persistez à licencier les gens et à introduire les machines, ce qui se produit dans l'industrie automobile, les machines manipulent toute la voiture et la retournent, insèrent le moteur, elles remplacent les gens. Il arrivera un moment où des millions de gens n'auront plus le pouvoir d'achat pour se payer une voiture. Et à ce stade, le système s'effondre. Toute notre croissance est associée à une consommation accrue, à un usage accru d'énergie et d'autres ressources. Et lorsque vous questionnez les économistes, quelle est l'alternative nous permettant de continuer à prospérer sans détruire l'environnement naturel dont nous dépendons? Il ne semble pas avoir de réponse à cette question.
Il n'y a pas de solution au sein du cadre sociétal actuel. Un modèle économique basé sur les ressources tel que le propose le Venus Project est une alternative réalisable. L'objectif du Venus Project est de sécuriser, de protéger et d'assurer un monde plus humain pour tous, par l'application de la technologie et de la cybernétique, avec une constante préoccupation humaine et environnementale. Les gens ont besoin d'être informés pour aborder intelligemment le futur. Sans information, il n'est pas possible de développer une culture soutenable. Ce ne peut être réalisé par la politique car les problèmes sont techniques. Même si vous parveniez à réunir les personnes les plus efficaces et les plus éthiques au monde, du plus haut niveau moral, et les placiez à la gouvernance, lors d'une panne de courant chez vous, c'est d'un électricien dont vous avez besoin. Lorsque les barrages ne génèrent pas assez d'électricité, ce n'est pas d'un politicien, fût-il hautement moral, dont vous avez besoin, mais d'un ingénieur électrique. Ainsi, nos problèmes mondiaux peuvent être résolus par des personnes techniques. Ce que la science nous fournit est une grande quantité d'informations au sujet des implications des différentes options dont nous disposons. Ainsi, la science nous aide à réaliser de meilleures décisions en les informant. C'est pourquoi il est déplorable que la sphère publique se détourne de la science. La façon dont fonctionne la science n'est pas un mode émotionnel ni un mode de pensée magique, mais une manière relationnelle de voir quelles sont les connexions. Voilà ce qu'est la science. Et pourquoi cela ne serait-il pas applicable à tous les domaines? La méthode scientifique, tout simplement, est un procédé par lequel vous pouvez essayer de distinguer ce qui décrit l'univers de façon précise de ce qui ne le fait pas. Elle comporte plusieurs étapes. Souvent, bien sûr, vous faites certaines suppositions ou prédictions au sujet du phénomène qui pourrait résulter en vous basant bien sûr sur quelques théories. Mais ensuite, le plus important est l'utilisation de données empiriques. Vous testez votre idée de façon qui soit réfutable. Lorsque l'on demandait aux scientifiques « Pouvez-vous envoyer un homme sur la Lune ?» Ils ont d'abord répondu qu'ils ne le savaient pas. On leur a alors demandé « Comment faites-vous pour le savoir ?» Eh bien, nous devons mettre un homme dans une centrifugeuse et le faire tourner pour voir à quel stade il s'évanouit. Alors nous saurons à quelle vitesse peut aller la fusée. On ne peut pas faire un lancement à 11 km/s. Le gaz s'aplatirait. Après de nombreux essais, ils ont pu répondre et indiquer comment faire pour envoyer un homme sur la Lune. Vous devez effectuer des tests additionnels, plus sélectifs encore, pour en fait déterminer l'exactitude de votre idée. La science progresse par ce processus qui teste vos idées de façon continue. Si vous cherchez à comprendre la nature, vous allez devoir intégrer les règles régissant le fonctionnement de la nature. Et en effet, elle fonctionne sur base de lois très spécifiques, ce qui signifie que c'est prédictible. Alors, qu'est-ce que la science pour moi ? C'est plus qu'un corpus de connaissances, c'est une façon de penser. Le langage lui-même est sujet à interprétation. Lorsque vous dites quelque chose, cela passe par mes filtres. Ce que j'interprète peut être quelque peu différent de ce que vous vouliez dire. Si le monde scientifique et de l'ingénierie fonctionnait ainsi, quand les ingénieurs se parlent, ils usent d'un référentiel physique pour leur langue. Si chacun interprétait ce que l'autre semble vouloir communiquer, l'on ne pourrait pas construire de pont, il s'effondrerait. En médecine, quand un docteur dit hémostatique, l'infirmière ne lui tend pas une serviette. Elle lui tend un hémostatique. Ainsi, ce langage est très précis. Une caractéristique de la science est son indépendance vis-à-vis de la culture, de la langue, de la religion. C'est pourquoi les scientifiques du monde entier peuvent travailler ensemble. Nous parlons tous le même langage. Ils s'expriment de façon explicite. Ce qui est merveilleux avec un plan, blueprint, si vous confiez un plan d'automobile à un Italien, un Chinois ou un Français, ils produiront tous la même voiture, parce qu'il y a une interprétation uniforme. Je donnais justement un cours au sujet de deux résultats très importants qui ne concordaient pas du tout. Qu'ont fait ces deux groupes en grand désaccord? Ils ont choisi de travailler ensemble. Leur intérêt était de déterminer ce que la nature nous dicte, non pas ce qu'ils voulaient être vrai. Il n'existe pas une façon chinoise de construire un avion. Il y a une façon mathématique. Assez étrangement, nous n'avons jamais appliqué les méthodes de la science et de l'ingénierie à une échelle globale pour parvenir à un arrangement social plus juste et équitable. Notre échec à procéder d'une façon scientifique nous maintient pourtant continuellement au bord du gouffre.
Il n'a jamais été demandé aux scientifiques de concevoir une société sans accident de la route. On ne leur a jamais demandé non plus de concevoir une ville autosuffisante. Prenez le projet Manhattan, par exemple. Ils ont été soutenus et ont donc fabriqué la bombe atomique. On accorde souvent une priorité aux mauvais sujets. Je parle d'une société de coopération globale, où toutes les nations œuvrent à l'amélioration de la destinée de l'humanité. Pourquoi faire cela? Car plus les gens seront intelligents, plus riches et en sécurité sera l'humanité. Mais si dans le futur vous réunissez toutes les nations et qu'elles peuvent voir l'avantage de partager toutes les ressources terrestres et l'ensemble des connaissances de tous les pays, dès qu'ils réaliseront cet avantage, ils s'uniront. S'ils ne le font pas, ils s'entretueront. Voilà où on conduit les guerres sans fin, au brigandage. Que pouvait-il arriver d'autre? Mais nous, qui sommes tout ce qu'il reste des anciens ingénieurs et mathématiciens, nous sommes engagés à sauver le monde. Nous sommes les derniers dépositaires de la civilisation quand tout le reste a échoué. Si notre planète rencontrait la menace d'une catastrophe globale, comme une large météorite fonçant droit sur la Terre, les nations s'uniraient et en appelleraient à la science et à la technologie pour éviter la catastrophe imminente. Les conflits frontaliers cesseraient. Les banquiers, juristes et hommes d'affaires seraient incapables de résoudre le problème. Les ressources seraient exploitées sans coût ni profit. Aujourd'hui, nous affrontons de nombreuses menaces communes, s'étendant bien au-delà des frontières nationales. Nous avons suffisamment de ressources dans le monde aujourd'hui pour résoudre la majorité des problèmes humains. Nous pouvons construire des villes et des hôpitaux dans le monde entier si nous utilisons les ressources. En revanche, si vous conscriviez tout l'argent du monde, il n'y en aurait pas assez pour construire des hôpitaux et des logements et financer l'éducation des étudiants. Mais les enseignants et les bâtiments que nous pourrions utiliser pour créer des universités, nous les avons. Le problème n'est pas un manque de ressources. Nous avons les ressources, mais c'est l'argent qui est une interférence. Il limite nos capacités et il limite nos rêves. Imaginez les possibilités d'une mobilisation sans précédent, d'alliances scientifiques et techniques pour la résolution des problèmes, sans l'interférence de l'argent ou des politiques. Pour initier la restauration et l'unification du monde. Ceci pourrait aisément permettre un haut niveau de vie pour tous. C'est ce que Jacques Fresco eut à l'esprit lorsqu'il proposa une économie basée sur les ressources. Si notre planète venait à manquer de ressources vitales, peu importe la quantité d'or, d'argent et de possessions que vous auriez, vous ne pourriez pas survivre. Notre survie tout entière est basé sur les ressources. Le fait de grandir pendant la Grande Dépression au début des années 30 à New York fut un catalyseur pour l'œuvre de sa vie. Jacques explora de nombreuses alternatives sociales différentes durant cette période, mais toutes semblaient insatisfaisantes. Il a rejeté les méthodes d'enseignement obsolètes de l'époque et s'est même vu attribuer des privilèges spéciaux par son proviseur. Il a lu des livres qui ont fait progresser son intérêt pour le comportement humain et le changement social. Ses premières recherches sur l'entraînement et l'observation d'animaux l'ont conduit à des découvertes similaires avec les personnes également. Il en conclut que l'environnement façonne nos valeurs, nos identités et génère notre comportement. Fresco fut le témoin de grandes souffrances et de pénuries, alors même que la Terre regorgeait de ressources. Il a compris que ce sont les règles avec lesquelles nous jouons qui en sont fautives. Jacques a débuté très jeune, avec beaucoup de choses techniques. Et ce qui lui a donné la motivation pour ça, pour ses toutes premières conceptions, fut quand son plus jeune cousin s'est coupé les doigts dans un ventilateur métallique. Jacques en vint donc à concevoir un ventilateur à pales en caoutchouc. Il n'était qu'un petit enfant et on l'a emmené à l'entreprise de ventilateurs. Et figurez-vous que là-bas, on lui a dit « Bonne idée, petit, mais ce n'est pas pratique ». Puis 2 mois plus tard, ils ont sorti le même produit. Ce fut sa première rencontre avec le système de la libre entreprise. Ce n'est pas libre et ce n'est pas entreprenant. Fresco comprit la nécessité de développer une conception sociale entièrement nouvelle, qui intègre le meilleur de la science et de la technologie en se consacrant à une préoccupation humaine et environnementale.
Afin de réaliser cette approche holistique, Fresco a étudié et travaillé dans une grande variété de domaines, tels que l'architecture, le transport, la médecine, les sciences du comportement, le design industriel et encore d'autres choses. Durant la majeure partie de sa vie, il a donné des conférences. Il a écrit des livres, conçu et produit des maquettes et des médias afin d'introduire des méthodes qui fonctionneraient pour tous, plutôt que pour une seule petite poignée d'individus. Parfois, lorsque vous parlez d'un nouveau genre de monde, cela effraie les gens. Ils se disent « ça alors, tout est si technique. Qu'en est-il de l'aspect humain ?» J'ai donc dû concevoir des modèles et construire des maisons, des bâtiments, pour montrer aux gens dans quel type de logement ils pourraient vivre à l'avenir, dans ma vision. Je ne sais vraiment pas à quoi ressemblera le futur, mais il existe des alternatives possibles, des milliers d'alternatives différentes. Jacques Fresco et la cofondatrice Roxanne Meadows ont construit des structures expérimentales afin de tester et illustrer ces concepts et concevoir un centre de recherche permettant d'assurer la promotion des objectifs et des propositions. Nous avons emménagé ici dans les années 80 et dans l'ensemble, c'était une parcelle plate de tomates pour l'essentiel. Nous avons obtenu 4 hectares et plus tard 4 autres hectares. Jacques voulait une île dans les Caraïbes qui coûtait 800 000 $. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Donc nous nous sommes installés ici, 2500 $ l'hectare à Vénus, en Floride. Nous avons planté des centaines de palmiers et d'arbres fruitiers, creusé des voies d'eau, et puis les animaux sont venus. Nous avons des cerfs, beaucoup d'alligators, d'ours, de renards, de ratons laveurs. Nous vivons donc réellement en harmonie avec la nature ici. Et vous avez devant les yeux un excellent exemple de ce à quoi ressemblerait la périphérie des villes de Jacques. Les bâtiments sont relativement proches les uns des autres, mais il y a tellement d'arbres que vous avez l'impression de vivre en forêt. La principale ambition du projet Vénus est de faire converger toutes les nations du monde vers des objectifs communs, comme une eau et un air sain, une nourriture non contaminée, et rendre tout cela accessible à l'ensemble de la population. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une gestion intelligente et logique des ressources terrestres. Une économie basée sur les ressources est fondée sur la capacité porteuse de la Terre et sur ses ressources. Si vous n'opérez pas en fonction des ressources existantes, vous êtes sur un mode de fonctionnement métaphysique. Dans une économie basée sur les ressources, toutes les ressources deviendraient l'héritage commun de tous les peuples du monde. Et l'accès gratuit à l'ensemble des besoins serait possible à toute la population mondiale. Il n'y aurait plus de système monétaire, ni échange, ni troc, ni n'importe quel autre mécanisme de servitude humaine. Une économie basée sur les ressources permet le progrès social et la reconstruction à échelle mondiale dans le délai le plus bref possible. Par l'application d'échelles d'évaluation scientifique, nous pourrions rendre disponible à tous plus que ce dont ils ont besoin. J'affirme qu'une personne ordinaire vivra bien mieux au sein de The Venus Project que les personnes les plus fortunées d'aujourd'hui. Avant tout, vous procédez au recensement de toutes les ressources terrestres. Ce ne doit pas être laissé à l'opinion de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Vous faites un bilan de ce dont vous disposez et cela vous donne les paramètres de ce avec quoi vous pouvez commencer à travailler. Vous faites donc un inventaire de votre personnel technique, de vos réserves d'eau, de vos terres arables, de la santé et des besoins de la population et vous construisez en accord avec ces données. C'est ce qui définira l'emplacement de vos hôpitaux et de toutes les autres infrastructures. Une économie basée sur les ressources fonctionne telle une économie de charges à répartition équilibrée. Cela signifie éviter les pénuries et les dépassements, optimisant donc l'efficience et la conservation d'énergie. Il n'y a pas d'excès et très peu de gaspillage. Cela serait équilibré en fonction des conditions environnementales et des besoins humains. En l'occurrence, il n'y aurait pas de logements inoccupés ou de trains cargo voyageant à vide ou entreposés dans des gares de fret, dépendant du cycle d'affaires pour leur usage. Cela assure aussi le non-épuisement des ressources essentielles, contrairement à notre système actuel.
Voici d'où sont venues mes idées. L'analogie avec le corps humain. Si le cerveau dit « si je fais tout le travail de réflexion, je veux la plupart des nutriments », les poumons diraient alors « un instant, si je n'oxygène pas le sang, tu ne pourras pas fonctionner ». Et le cerveau répondrait donc « d'accord, je te donnerai tout ce dont tu as besoin ». Puis le foie dirait « si je ne filtre pas, le cerveau et les poumons mourront ». Donc chaque organe obtient ce dont il a besoin. Et de cette manière, vous avez un système qui fonctionne. Lors d'une infection à l'orteil, il n'y a pas de réunion communautaire, pas de démocratie où l'on envoie un comité au cerveau pour discuter du fait qu'il y a une infection à l'orteil et où le cerveau dirait très bien, nous allons réaliser une étude de 3 mois et entre-temps, l'infection à l'orteil est déjà arrivée au genou. Afin de parvenir à une gestion intelligente des ressources, les technologies sont utilisées pour contrôler et suivre les produits et les services. C'est similaire au processus industriel d'aujourd'hui, mais mis à jour de manière à distribuer équitablement les produits et les services à tous. Ceci est la base pour une approche intégrale et mondiale des systèmes. Je peux imaginer une économie d'abondance où les robots font la majorité du travail, où notre nourriture, nos vêtements, nos logements sont créés par des machines. Et je pense qu'il est très réaliste pour nous d'éliminer complètement la pauvreté absolue dans le monde entier, pas uniquement aux États-Unis d'ici l'an 2035. Personne n'aura plus jamais à mourir de faim. Ce pourrait être une étape majeure, réalisable grâce à la technologie. Lorsque l'on informatise tout, que l'on produit des choses et qu'on les rend disponibles, le coût du contrôle devient trop bon marché. Avec les ordinateurs les plus aptes, nous pouvons arriver à des décisions plus appropriées sur une échelle globale. Je n'ai aucun doute sur le fait que les machines finiront par être de plus en plus assignées à la prise de décision. Par exemple, il y a plusieurs années, un pilote regardant au dehors de l'avion aurait dit « je pense à être 1 kilomètre de hauteur ». Mais aujourd'hui, ils ont un radar Doppler et savent exactement à quelle hauteur ils se trouvent. Donc on ne veut plus d'approximation humaine quand une machine peut le faire. Ainsi, je visualise un futur dans lequel ce sont des ordinateurs très sophistiqués qui prennent les décisions. Maintenant, comment les ordinateurs prennent-ils des décisions? Leurs tentacules s'étendent au domaine du transport, de l'agriculture, de façon à pouvoir prévenir à quel moment le sol est épuisé lorsqu'il y a moins d'eau. Car ces ordinateurs auront des capteurs intégrés au sol. L'ordinateur sera connecté au département météorologique, aux zones sismiques, à tout. J'imagine donc qu'à terme, tout le gouvernement sera informatisé. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus rapide est en Chine. Le superordinateur Tian-2 est capable de 33,86 quadrillons d'opérations par seconde. 80% de ce que nous faisons serait déjà assuré par des ordinateurs. Est-ce une réalité? Absolument, je n'ai aucun doute. Vous ne voudrez pas qu'un docteur fasse votre diagnostic dans le futur, qu'il vous surveille ou choisisse votre traitement. C'est pour cela qu'IBM Watson essaie de choisir des traitements au cancer, parce que c'est trop complexe à faire pour des humains. Il y a 15 000 maladies, 15 000 appareils, médicaments, traitements, prescriptions. Admettons que vous soyez un patient cardiaque. Pensez-vous que votre cardiologue ait lu ne serait-ce qu'une centaine d'articles parmi les 5000 publiés l'année dernière sur les maladies cardiaques? Aucune chance, mais l'ordinateur, lui, pourrait les avoir toutes lues? Absolument. Vous avez peut-être vu Watson d'IBM battre le champion du monde au jeu Jeopardy. Eh bien, cette même technologie peut aussi être utilisée pour résoudre des problèmes juridiques, pour répondre à des questions dans des centres d'appel, pour faire des diagnostics médicaux. Ce sont des technologies merveilleuses qui ont d'énormes implications pour l'avenir. Récemment, j'ai eu la chance de voyager en voiture autonome. Il y a 10 ans, j'aurais dit que c'était impossible. Mais bien sûr, c'est arrivé, et conduire sur la route 101 en Californie a été pour moi une expérience à couper le souffle. Au début, c'était un peu angoissant. Puis c'est devenu grisant. Et finalement, je me suis senti bien plus à l'aise dans cette voiture. Les humains ont des accidents. La voiture autonome de Google a conduit 1 million de kilomètres sans le moindre accident. Les meilleurs pilotes humains ont rencontré des accidents avant d'avoir parcouru une telle distance. Nous commençons tous à pouvoir parler à nos machines, que ce soit au téléphone portable ou aux ordinateurs, et à leur faire comprendre ce que nous disons. Cela aurait tenu de la science-fiction il y a quelques années, mais maintenant les machines sont capables d'exécuter nos instructions, et même de nous répondre avec des voix synthétisées par ordinateur. Je pense que dans 10 ou 20 ans, il y aura très peu de domaines, voire aucun, où le jugement humain sera meilleur que le jugement d'une machine.
Les ordinateurs seront donc finalement chargés de tout, sauf du comportement humain. La technologie peut éliminer les erreurs critiques de vie ou de mort. Une machine remplit l'ordonnance au lieu d'êtres humains. Le robot offre une grande confiance, car nous savons que les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont des gens aux compétences incroyables, mais ils sont humains et ils font parfois des erreurs. Ici, on donne environ 3 millions de doses de médicaments en 3 mois. Donc même 1% d'erreur, c'est beaucoup trop. Ainsi, à terme, nous nous dirigeons vers un gouvernement informatisé. Et ce sera la fin de la corruption, car les ordinateurs n'ont pas d'ambition. Les ordinateurs ne disent pas « j'aimerais être le président du monde, je veux contrôler les gens ». Ils n'ont pas de réaction viscérale. Utilisés au sein de cette approche globale des systèmes, nous pourrions dépasser la pratique des décisions politiques, fondées sur le pouvoir et l'avantage. Même les experts informatiques écrivent à présent des livres du style « Les machines prennent le contrôle, attention ». Elles ne veulent pas prendre le pouvoir, elles vont être assignées au processus décisionnel. Je ne crains pas que les machines se fâchent et prennent le contrôle. Je suis préoccupé par le fait que des personnes puissent se mettre en colère. Si nous ne trouvons pas un moyen équitable d'utiliser ces technologies afin de créer une prospérité partagée, The Venus Project propose des moyens d'y parvenir. Des villes soutenables, interconnectées, utilisant des centres cybernétiques qui coordonnent les industries, les systèmes de transport, la santé publique et le flux de biens et de services. Ces centres cybernétiques connecteraient ainsi toutes les villes et aideraient à la restauration environnementale. Dans un premier temps, des équipes techniques interdisciplinaires géreraient la productivité, jusqu'à ce que ces mêmes tâches soient automatisées. Des méga-machines dirigées par intelligence artificielle pourraient excaver des canaux, construire des ponts, des viaducs et des barrages. Des structures auto-érigeantes seraient avantageuses pour la construction d'installations industrielles. Maisons, appartements, et probablement à terme pour la grande majorité des infrastructures globales. Nous étudions l'ensemble des effets négatifs avant toute construction. Il y a donc tout un groupe d'ingénieurs et d'ordinateurs qui réalisent des études à long terme de toutes les rétroactions négatives. Sous la menace de changement climatique, nous pourrions avoir à relever de très grands défis d'ingénierie. Le projet Vénus propose des excavateurs de canaux automatisés qui serviraient à conduire les eaux montantes des mers au-dessous du niveau marin, ce qui permettrait au désert de pouvoir fleurir et s'épanouir. Les villes n'utiliseraient que des sources d'énergie propres. Certains disent que c'est impossible, mais même aujourd'hui, le professeur Mark Jacobson démontre qu'il en est autrement. Notre objectif est de supprimer la totalité des carburants fossiles. Il y a 30 fois plus de solaire disponible mondialement sur les terres et les sites à haute exposition solaire que ce dont nous aurions besoin pour alimenter le monde entier à toutes fins utiles d'ici 2030. Et il y a 7 fois plus de vent que vous n'en auriez besoin pour faire la même chose. Nous essayons donc de combiner toutes les sources propres d'énergie renouvelable disponibles. Énergie éolienne, énergie solaire, énergie géothermique, hydroélectrique, houlomotrice et marémotrice. Nous aurions besoin d'environ 4 millions de grandes turbines éoliennes pour alimenter près de 50% du monde entier pour l'intégralité de ses besoins. Vous pourriez répondre que ça vous paraît beaucoup, mais gardez à l'esprit que lors de la Seconde Guerre mondiale, le monde produisit près de 800 000 aéronefs en l'espace de 5 à 6 ans seulement. Les États-Unis à eux seuls en produisirent près de 33 000 en 4 à 5 ans. Et c'était il y a des décennies. Il va de soi que nous avons aujourd'hui de bien meilleures technologies et capacités pour une production beaucoup plus rapide. Donc tout repose en fait sur une question de volonté. Ce ne sont pas des obstacles technologiques ou économiques qui nous entravent. Les barrières qui nous empêchent d'agir ne sont que sociales et politiques. La première ville ferait fonction de terrain d'essai pour l'implémentation et les développements futurs de tous ces objectifs sociaux. La première ville serait un énorme centre de recherche qui fabriquerait des systèmes automatisés pour les prochaines villes tout en améliorant la ville initiale. Ce serait un lieu où nous diffuserions l'information. Nous aurions des studios de cinéma, nous y ferions des jeux et de l'animation informatique et une multitude de différents médias à destination du public.
Ce serait un peu comme une ville universitaire. Nous y prodiguerions des enseignements sur des thèmes comme la véritable soutenabilité pour l'avenir. Les villes du futur sont circulaires. Évidemment pas parce que j'aime les cercles, mais parce qu'il suffit de concevoir un segment du système et de le reproduire ensuite en secteurs comme des parts de gâteau. Ce serait la méthode la plus économe. Quand vous construisez des banlieues, tout s'étale. Vous devez aller en un sens pour rejoindre le dentiste, puis un tel autre sens pour vos courses, puis dans un autre pour le médecin. Tout le système est autonome. Il dispose d'éoliennes. Tous les toits exploitent l'énergie solaire. Il n'y a pas de gaspillage. Tous les déchets sont recyclés au sous-sol, en dessous des voies routières. Toutes les routes ont des conduites intégrées qui fonctionnent en aval et en amont. Nous exploitons comme ceci toute cette eau chaude pour faire fonctionner l'air conditionné et répondre aux besoins de la ville. Ensuite, là, se trouve le quartier résidentiel. Si vous travaillez par exemple dans le centre médical, vous pouvez vivre là si vous voulez. Il s'agit pour l'essentiel d'une collection d'habitats présentant des variations. Et votre logement s'adaptera en fonction de vos besoins. Les conceptions de Jacques Fresco intègrent la coexistence harmonieuse entre nature et technologie. Certaines personnes n'aiment pas vivre dans des maisons individuelles. Elles préfèrent habiter dans des appartements, pour être plus près d'un gymnase, une troupe de théâtre, des groupes de discussion, ou toutes sortes de pôles d'attraction. Ainsi, le gratte-ciel du futur offrira davantage de ces commodités. Ceci est votre ceinture récréative. Il y aurait des centres d'art, de musique, des zones de loisirs. Ici, ce sont des pistes cyclables. Il y a des cours de tennis, et là, nous aurons des terrains de golf. Mais les parcours de golf contiennent un pavillon où se trouvent tous les clubs de golf, de sorte que vous n'ayez rien à emmener avec vous au terrain. Vous restez là, jouez au golf, et lorsque vous avez terminé, vous y laissez vos clubs. Ici, ce sont des bibliothèques d'objets, où tout un chacun peut accéder aux livres, à un violon, à des instruments de musique. Tout ce que les gens veulent est gratuit et disponible. Ici se trouvent les centres de recherche. Tout ce qui est à l'étude dans ces zones sert à améliorer votre niveau de vie et le niveau de vie de tous. Il n'y aurait pas d'avocat, ni de banquier, pas d'agence de marketing, ni assureur, ni vendeur. Sans l'argent, vous n'avez besoin d'aucune de ces choses. Vous pourriez donc vous concentrer directement sur les questions qui sont communes à tous. Et c'est ce sur quoi nous travaillerions. Aujourd'hui, les gens se battent pour des valeurs différentes et pour des ressources rares. Dans le futur, vous n'aurez pas à faire ça. Vous travaillerez de manière coopérative à améliorer les conditions de vie pour tous. Beaucoup pensent que je veux donner beaucoup trop de choses aux gens sans rien en retour et que cela les gâtera. Vous êtes né en Amérique, mais vous n'avez rien à voir avec le développement de l'avion, du téléphone, du chemin de fer. Tout est là et vous êtes chanceux parce que vous en avez hérité du simple fait d'être né ici. Mais ça ne fait pas de vous une personne gâtée. Il n'y a donc réellement aucune base pour le crime, puisque chacun peut accéder à tout ce dont il a besoin. Personne ne va vous taper sur la tête et voler votre portefeuille puisqu'il n'y a plus d'argent dedans. Le système monétaire a été surpassé. L'économie de l'abondance. La majorité pourra passer la plupart de son temps à faire ce qu'elle aime, le genre d'activité que l'on aurait pu observer du temps des Athéniens lors de leur âge d'or. Ils avaient des esclaves humains pour s'occuper de leurs besoins fondamentaux. Nous pouvons le faire avec des robots. Formidable. Et que suggérez-vous que les chefs de cuisine et les femmes au foyer du monde fassent de tout ce temps libre? Il existe une île appelée l'île de Man. Sur cette île, il y a un ruisseau en contrebas. Les femmes y portent un harnais et descendent chercher 2 seaux d'eau, puis remontent jusqu'à leur maison, où elles font bouillir et cuire la nourriture. Les femmes doivent dépecer les animaux pour extraire le gras qu'elles utilisent afin d'alimenter leurs lampes. Et si quelqu'un dit à ces femmes « Un jour, tu n'auras qu'à tourner un gadget et l'eau coulera, à la vitesse que tu veux, sans que tu n'aies à aller au ruisseau. Puis un jour, tu presseras un bouton et la lumière s'allumera. Tu n'auras plus à extraire le gras d'un animal. » Et la femme répond alors « Oui, mais que vont faire les femmes ?
Les gens seront impliqués dans la recherche de façons de vivre, d'interagir, de voyager, de faire de la plongée, de restaurer les récifs et les océans que nous avons endommagés, de nettoyer l'océan et l'atmosphère, et tant de choses que nous ne savons pas encore. et vous pourrez retourner à l'école gratuitement. Chaque ville sera une ville universitaire, où l'on sera tenu à jour des innovations. Nous réexaminerons tout, depuis nos arrangements sociaux et processus de construction, jusqu'à notre système de valeurs. Explorons maintenant comment cette nouvelle conception sociale fonctionnerait au sein d'une économie basée sur les ressources. Il ne s'agit pas juste d'une architecture, mais d'une façon de penser. Nous souffrons encore d'un décalage neural. Il nous est difficile de nous projeter dans le futur sans emporter un morceau du passé. Nous ne ferons pas les livres d'histoire du futur. Nous sommes trop ignorants pour ça. Pas en technologie, on se débrouille pas mal, en informatique, en électronique aussi. C'est le système de valeurs humain qui n'évolue pas assez vite. Je pense que les gens seront bien plus productifs, bien plus humains et des personnes beaucoup plus épanouies. Là est la question. Les gens seront-ils plus heureux grâce à la nouvelle technologie? Non, pas juste avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle technologie et un nouveau système de valeurs. Bien souvent, on demande aux gens leur opinion. Par exemple, on va leur demander s'ils pensent qu'un jour l'homme pourra aller sur la Lune. Certains vont vous répondre dans 10 ans, d'autres dans 2000 ans. Au lieu de répondre simplement « je n'en sais pas suffisamment sur ce sujet pour vous donner une réponse sensée ». Voilà comment on devrait parler. Pourtant, les gens ont des opinions sur tout. Il y a toujours eu des guerres. Il y aura toujours des guerres, parce que l'homme est cupide. Ils ne font qu'en répéter en boucle ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris dans le passé. Le fait est, mesdames et messieurs, que l'avidité est bonne. La cupidité est juste. La cupidité fonctionne. Dans cette culture, les gens sont encouragés à être insatiables. Plus vous possédez, plus vous abusez des autres, de façon à obtenir ce que vous avez, plus vous êtes considéré comme quelqu'un d'accompli. On admire les personnes aisées qui ont beaucoup de possessions, mais la plupart du temps, ils les obtiennent sur le dos d'autres personnes dont ils abusent terriblement. Mais vous n'êtes pas né cupide. Les gens pensent qu'on ne peut pas changer la nature humaine. Si on ne pouvait pas la changer, on vivrait encore dans des grottes. Donc il est évident que nous subissons des changements. Donc la nature humaine n'est pas figée. Et la cupidité est la conséquence de la rareté ou du manque de ressources. Il y a des animaux qui sont très dociles. Les vaches dans le champ voisin, par exemple, ne se feraient aucun mal. Mais lorsqu'on les approche avec une orange, et qu'il n'y a qu'une seule orange, elles vont commencer à se rentrer dedans, parce que tout le monde veut son orange. Tout est donc lié à la rareté. Ce que le projet Vénus essaie de faire, c'est d'éliminer la rareté et de produire l'abondance. Et pour la première fois de l'histoire, nous pouvons le faire, parce que nous disposons d'une technologie largement suffisante pour couvrir tous les besoins humains. Certains croient énormément en la notion d'intelligence humaine. Dites-vous bien qu'un ingénieur électrique très intelligent qui vivait il y a 75 ans ne pourrait même pas trouver un job dans sa branche aujourd'hui. Donc ce qu'on trouvait intelligent à cette époque l'était à ce moment-là, dans ce contexte donné. C'est un processus continu. Alors quel est le vrai sens de la notion d'intelligence? C'est la capacité à extraire une information significative de toute situation. Eh bien, je dirais que ça va dépendre des 20 prochaines années. Nous allons alors savoir s'il y a vraiment une vie intelligente sur Terre. Ça dépend de ce que nous faisons au sujet de l'environnement, de ce que nous faisons au sujet des autres problèmes humains. La pauvreté, la faim dans le monde, la maladie et le gaspillage des ressources. Si nous apprenons comment gérer les ressources de la Terre intelligemment, nous pouvons surmonter la plupart des problèmes en un temps relativement court. La créativité consiste à prendre des éléments connus et à les assembler de façon unique et à ajouter quelques éléments pour améliorer le processus. C'est valable pour la musique, l'art, le dessin, les inventions. Mais si vous étudiez l'histoire des inventions, vous constaterez le rapport et le lien entre toutes ces variables.
Je pense que ça fait partie de la propagande de chaque système, que de répéter que le gain financier est la principale motivation. Les gens sont effectivement intéressés par l'argent. Mais énormément de personnes sont motivées par d'autres intérêts. La recherche médicale, des gens y consacrent leur vie. Il y a des gens qui travaillent très dur et qui mettent de l'argent de côté. Ils vont en Afrique et passent tout leur temps à essayer d'aider les gens. Ils ne sont pas motivés par l'argent. Et je me méfie des gens qui ne sont motivés que par l'argent. Une montre en or à 40 000 $. Ce n'est pas une motivation saine. Vous voulez savoir ce qui tue la motivation? Vous donnez aux gens le minimum d'argent, le minimum de vacances, un travail sale et difficile, sans avenir. Un homme qui fait la plonge dans un restaurant. On lui amène une nouvelle pile toutes les 20 minutes et il n'en voit pas le bout. Il ne peut jamais acheter ni maison, ni voiture. Il n'a pas assez d'argent. Dans son cas, quelle est la motivation? Mais il doit faire la vaisselle, car il a 2 enfants, et il doit les nourrir. Et croyez-moi, ce n'est pas bon du tout pour sa santé mentale. Alors qu'est-ce qui motivera les gens? Dans un monde sans guerre, sans pauvreté, sans faim, sans perte d'emploi, sans perte de revenus, vos possibilités sont phénoménales et vos motivations aussi. Des milliers de voies sont possibles maintenant que vous disposez de la nourriture, du logement et de l'éducation. Aujourd'hui, vous allez pouvoir œuvrer à résoudre non pas tous les problèmes, mais les questions du moment. Et donc nous agissons comme ça parce que nous sommes fonctionnellement égoïstes. Je veux dire qu'être égoïste pour soi-même, seul, est néfaste. Tandis que l'égoïsme fonctionnel signifie prendre soin de l'environnement, partager des idées avec les gens, et de cette façon, évidemment, tout le monde y gagne. Chaque jour, ils peuvent voir dans l'actualité que tout ce qu'ils font est utile à l'humanité tout entière. Ainsi, chaque personne dans le monde représente une extension de leur propre vie, plutôt que tous se vendant et s'exploitant mutuellement pour réaliser un profit. Ils ont maintenant le temps d'apprécier ce que réalise le nouveau monde. Et tous les films du futur leur montreront ce qui se passe dans le monde entier, ainsi que l'innovation, le fait qu'ils aient gratuitement accès à ce qui est nouveau, parce que chacun se soucie de toute la communauté. J'aimerais rayer le mot « utopie » parce que ça n'existe pas. C'est comme concevoir la meilleure ville possible. C'est impossible. Nous pouvons concevoir une ville bien meilleure. Mais à mesure que le temps passe, avec les nouvelles inventions, c'est en permanence dans un processus de changement. Sommes-nous civilisés? Bien sûr que non. C'est un processus continu. Des gens me disent, eh bien, vos idées sont utopiques. Ça n'a rien d'utopique. C'est de la technologie et de la science appliquée. Ce que nous voulons, c'est une société constamment émergente, qui n'est jamais établie, qui apprend toujours de nouvelles choses et qui évolue constamment vers le changement, tout en aidant les gens à s'adapter, émotionnellement et intellectuellement, à anticiper le changement et changer pour améliorer. Si l'environnement est bien structuré, il génère ce que l'on pourrait qualifier de comportement moral et éthique. Mais si vous ne modifiez pas l'environnement, il continuera de générer ce qui se produit aujourd'hui. Donc, notre environnement doit être changé, ce qui signifie que les écoles, les choses que nous apprenons, notre langage, tous ces éléments requièrent une mise à jour. Je pense que les gens feront preuve d'éthique vis-à-vis de la nature du monde. Éthique, non pas parce que c'est écrit dans un livre, mais éthique parce que c'est mieux pour eux et meilleur pour la société. Ainsi, la nouvelle éthique est fondée sur la capacité de soutien de la Terre et non sur mon opinion. Est-ce que ce sera une démocratie? Ça n'a jamais été une démocratie. Ça a été corrompu dès l'origine. C'est juste que ça n'a jamais été révélé comme tel. Avez-vous voté pour le programme spatial? Avez-vous voté en faveur de la construction de bâtiments de guerre? Avez-vous voté pour une guerre quelle qu'elle soit? Que diable voulez-vous dire par démocratie participative? Ça n'a jamais existé. Ce ne sont que des mots. Chaque fois que vous entendez démocratie et liberté, faites attention. Ça signifie que ça n'existe pas. Dans un monde où cela existe réellement, il n'y a pas de déclaration telle que les droits de l'homme. C'est intégré au système. Les études sur les Noirs, les études sur les femmes font toute partie d'un système qui n'a pas accompli une démocratie. Dans le futur, par exemple, si vous dites « il devrait y avoir davantage de gentillesse dans le monde et plus de coopération », il vous répondrait « comment y parvenez-vous » Si vous n'avez rien à offrir, il vous dirait « pourquoi faites-vous du bruit »
Ils n'accepteraient pas ça comme quelque chose de sensé. Les émotions sont superflues dans l'accomplissement de la tâche. Vos sentiments à l'avenir, toutes les émotions, seront traduites en un modèle d'action. Vous ferez de la recherche médicale sur la façon de développer une méthode de renforcement des os qui s'affaiblissent, ou comment améliorer la santé des gens. Lorsque les émotions sont traduites en actes, plutôt que ceci. Une autre chose qui perturbe les gens, c'est le mot « amour ». Que se passerait-il si vous viviez avec une réplique de vous-même? Combien de temps le couple tiendrait-il selon vous? Combien de temps avant la rupture? Est-ce que vous vous aimez tout le temps? Bien sûr que non. Comment pouvez-vous aimer une autre personne? On aime toujours certaines choses chez l'autre et certaines choses chez nous-mêmes. Le mot amour évoluera dans le futur. Il devrait être remplacé par une appellation plus actuelle, l'extensionnalité, qui signifierait plutôt l'amélioration réciproque de nos vies. Mais je t'aime, ce ne sont que des mots qui ne manifestent rien en tant que tels. C'est la façon dont les gens se comportent les uns envers les autres qui indique l'amour. Et il y a autre chose de très dangereux. C'est le fait d'affirmer que l'on est éveillé ou conscient. On entend ça tout le temps. Au moins, je suis conscient. Souvent, je vais à la rencontre des gens qui disent ça et je leur demande où se situe leur foi. Je ne suis pas sûr. Ou à quelle vitesse se déplace le sang dans leurs veines et leurs artères. Quelle région du cerveau contrôle la créativité? Et quelle est celle qui contrôle les émotions? Alors, que voulez-vous dire par conscience? Un être humain qui se tiendrait au sommet de l'Empire State Building peut voir une balle grande d'1 mètre. Mais une buse peut voir une pièce de monnaie, et elle pourra même distinguer si elle est sur pile ou sur face. Le terme utilisé, conscience, ou la prise de conscience, est forcément limité par nos sens. On ne peut jamais être totalement conscient. On peut progresser étape par étape, et arriver à comprendre plus de choses dans différents domaines, mais on n'atteint jamais la conscience. Parce que, par exemple, vous n'arriverez jamais à voir des rayons gamma, ou des rayons cosmiques. Il est impossible d'observer ce type de phénomène sans l'aide d'instruments. La religion se fonde sur un vieux livre plein de mythes, bourré de mythes, et il ne change pas chaque année. Supposons, un scientifique a un livre d'astronomie. Chaque année, ce livre subit des modifications. Si vous avez lu un livre sur l'électronique qui date d'il y a 2 ans, il est obsolète. Ces livres sont donc modifiés et mis à jour. Et voilà qu'un pasteur se présente avec un unique ouvrage dans la main. Une interprétation réellement simpliste de l'univers, mais qui offre des réponses aux plus grandes inquiétudes des gens, à savoir ce qu'il se passe après la mort. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les mythes et les superstitions sont omniprésents, non pas parce qu'il n'existe pas de meilleure méthode pour trouver des réponses, mais parce que les gens veulent croire en des choses qui les feront se sentir mieux. Après, on vous explique à l'école que tout dans la nature a une raison d'être, un peu comme la raison d'être de la vie. On nous dit, le but des sourcils est de détourner la sueur vers le côté, ce qui sous-entend que ça a été créé. Et dans ce cas, quel serait le but de la toux et des éternuements? Infecter les autres? On dit aussi que les cornes d'un animal lui servent à se protéger. Si vous demandez à quoi servent ces cornes, on va forcément vous répondre que c'est pour charger d'autres animaux. Mais c'est ce que je leur dis, et s'il s'agit de cornes qui partent sur les côtés, le but est-il d'éloigner les autres de ses flancs? Et si elles vont vers l'arrière, est-ce qu'elles les empêchent d'arriver par derrière? Bien sûr que non. Les animaux naissent avec toutes sortes d'orientations pour leurs cornes, puis ils apprennent à s'en servir. Les gens espèrent qu'il existe un dessein cosmique à leur existence, mais en fait, au vu de nos connaissances actuelles, la science ne permet d'entrevoir aucune preuve d'une raison d'être de l'univers. Est-ce que cela signifie qu'il n'y en a pas? Non, bien sûr, nous ne pouvons pas le prouver. C'est juste que rien ne prouve que l'univers est une raison d'être, et que ce dernier se comporte plutôt en réalité comme s'il n'en avait pas. Nous ne voulons pas que les gens soient loyaux à l'égard des entreprises ou des pays. Nous préférons qu'ils aient de la loyauté pour la méthodologie et de la loyauté pour l'invention, dans le but d'améliorer tout ce qui existe, rendre plus intelligent, plus rapide et accessible à tous. C'est ce genre de loyauté qui est nécessaire. Si la Chine trouve une nouvelle façon de produire de l'automatisation, bravo.
Si des Africains ont une idée géniale, félicitations. Fini la loyauté aux entreprises, au pays. Place à la loyauté envers la terre et tous ses habitants pour faire de la terre un endroit bien meilleur qu'elle ne l'est. C'est de ce genre de loyauté dont je parle. C'est de ce genre de serment d'allégeance dont je parle. Faire allégeance à la méthodologie. Si nous parvenons à atteindre un futur plus sain, les tâches concerneront la résolution de problèmes communs à toute l'humanité. Nous devons anticiper que la Terre est notre salut. Si nous n'en prenons pas soin, peu importe le nombre d'églises qu'on pourra construire, nous mourrons de faim et nous nous entretuerons. Les véritables défis sont la production d'abondance, la reconquête des environnements endommagés, le partage et la création de technologies innovantes et l'amélioration de la communication entre les gens. Je sais que nous pouvons construire un monde bien meilleur, exemple de guerre, de la majorité des crimes, du besoin de prison et sans besoin d'argent. Nous pouvons surpasser ça, nous avons les moyens techniques pour rendre les choses disponibles pour tous. Toutes les merveilles technologiques du monde n'ont aucun sens si elles n'améliorent pas la vie de tout le monde. La vision de la science appliquée peut servir le bien commun. Et bien que cet objectif ait échappé aux civilisations humaines depuis des siècles, la possibilité d'une vie meilleure pour tous dépendra en fin de compte des choix que nous faisons aujourd'hui. Rejoignez ceux qui œuvrent pour faire de l'économie basée sur les ressources une réalité.